Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission à Saint-Pétersbourg avec l'immense Lacta Center qui abrite Gazprom. Voici le siège du plus grand producteur mondial de gaz, numéro 3 du secteur des énergies, un secteur clé de l'économie russe, des dizaines de milliers de kilomètres de tuyaux à travers le monde. Gazprom, entreprise publique sous tutelle du Kremlin, est un rouage essentiel de la stratégie de puissance de Vladimir Poutine. Mais depuis l'invasion russe de l'Ukraine, Gazprom est carrément devenu une arme de guerre. Fournisseur incontournable de gaz pour l'Union européenne avant le conflit, Gazprom a par exemple appelé le 26 avril 2022 les dirigeants de Pologne et de Bulgarie pour les informer qu'à compter du lendemain, ils ne recevraient plus une seule goutte de gaz russe. Inversement, de nombreux pays se sont rapidement organisés pour sortir de leur dépendance aux hydrocarbures russes et pour ne plus contribuer à financer la guerre de Poutine. On l'aura compris, la géopolitique du gaz et du pétrole ne sera plus jamais la même après l'invasion de l'Ukraine. Voyons pourquoi avec nos cartes. Les réserves de pétrole prouvées s'élèvent à 1732 milliards de barils fin 2020. Elles sont très inégalement réparties, les 10 pays les mieux dotés concentrant 86% des réserves mondiales. Une situation équivalente pour le gaz, avec une répartition géographique sensiblement différente. Les 10 premiers pays concentrent 81% des réserves. Vous remarquerez la concentration des ressources au Moyen-Orient qui totalise 48% des réserves mondiales de pétrole et 40% des réserves de gaz. Si l'on regarde maintenant la production effective, le classement est un peu différent et certains pays exploitent plus fortement leurs réserves que d'autres. Les trois principaux producteurs de pétrole sont les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Russie. Ils totalisent 40% de la production. Pour le gaz, la concentration de la production est encore plus importante. 40% de la production est entre les mains des États-Unis et de la Russie. Une concentration de l'offre aux mains d'une poignée d'acteurs très puissants. Le cas des États-Unis est intéressant, car en l'espace de 10 ans, les Américains ont plus que doublé leur production de pétrole, couvrant la quasi-totalité de leur consommation, ce qui leur a permis de réduire leur dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient, et quasiment doublé également leur production de gaz, qui dépasse désormais leur consommation. Cette prouesse est due à la mise en exploitation des énormes réserves du pays en pétrole et gaz de schiste. Cette exploitation a été rendue possible grâce à l'essor de la fracturation hydraulique, une technique désastreuse sur le plan écologique qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour le pays à l'avenir. La production est donc concentrée entre un nombre réduit d'acteurs. Voyons maintenant du côté des consommateurs. La région la plus consommatrice de pétrole est l'Asie-Pacifique, notamment à cause de la Chine, premier consommateur de pétrole au monde avec 16% de la consommation mondiale. Viennent ensuite l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et centrale, la CEI, qui regroupe 10 des 15 anciennes républiques soviétiques, et l'Afrique. Pour ce qui est du gaz, on trouve en tête du classement des principaux consommateurs l'Amérique du Nord, suivi de l'Asie-Pacifique, qui devance largement le Moyen-Orient et l'Europe, suivi de près par la CEI, puis loin derrière l'Afrique et l'Amérique du Sud et centrale. Alors évidemment, ces ressources doivent être acheminées des pays producteurs vers les pays consommateurs, ce qui pose bien sûr la question du contrôle de ces voies d'acheminement, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le transport du pétrole s'effectue à 60% par voie maritime, 40% par voie terrestre, oléoduc, route, voie ferrée. Compte tenu de l'importante concentration de la production au Moyen-Orient et de la consommation en Asie-Pacifique, certaines routes maritimes sont très encombrées et vulnérables. Le moindre problème dans le détroit d'Ormuz, où transite 21% du brut, comme ce fut le cas en 2019, peut avoir d'importantes répercussions. Le transport du gaz suit des routes semblables, maritimes et terrestres. Mais le transport par bateau du gaz, environ 40%, pose un problème supplémentaire. Car le gaz doit être liquéfié à moins 162 degrés avant d'embarquer, puis d'être regazéifié une fois arrivé à bon port. Cette opération nécessite des infrastructures très coûteuses dont tous les pays ne disposent pas. Le transport par gazoduc est donc prépondérant, une particularité qui explique pourquoi les Européens ont privilégié si longtemps le gaz russe, créant cette dépendance dont ils tentent aujourd'hui de sortir sur fond de guerre en Ukraine. Voyons cela en détail.
Le gaz représente un quart du mix énergétique de l'Union européenne, le pétrole un tiers. Et c'est la Russie qui est le premier fournisseur de ces deux ressources. Au premier semestre 2021, 41% du gaz et 41% du pétrole consommés dans l'Union provenaient des gisements russes. Cet appétit européen pour le gaz russe ne date pas d'hier et a largement nourri le contentieux russo-ukrainien. Car depuis la période soviétique, le gaz russe à destination de l'Europe transite par les réseaux de gazoducs Northern Lights qui traversent la Biélorussie et le réseau Brotherhood qui traverse l'Ukraine. Mais avec le démantèlement de l'URSS, Kiev a profité de sa nouvelle indépendance en 1991 pour faire payer la traversée de son territoire à Moscou. Pour contourner l'Ukraine, le gouvernement russe a donc multiplié les projets de gazoducs avec le Yamal en 2006 à travers la Biélorussie et la Pologne, le Nord Stream en 2012 qui passe par la mer Baltique, le Turkish Stream en 2020 qui passe par la mer Noire. Autant de contournements qui ont fait chuter la part des livraisons russes qui transitaient par l'Ukraine vers l'Europe de 60 à 25% entre 2009 et 2021, un manque à gagner considérable pour Kiev. À ces trois gazoducs s'est ajouté le Nord Stream 2, dans lequel l'Allemagne a massivement investi et qui devait lui permettre de doubler sa capacité de livraison. Un investissement motivé car 65% du gaz consommé par les Allemands vient de Russie, le gaz représentant 27% de son mix énergétique. Bien que mis en pré-service en octobre 2021, le projet Nord Stream 2 a été suspendu par Berlin le 22 février 2022, une décision politique coûteuse pour le successeur d'Angela Merkel, Olaf Scholz. La Hongrie, la Roumanie et l'Italie sont également aujourd'hui dans une situation préoccupante car elles aussi sont très dépendantes du gaz russe. Mais d'autres pays s'en tirent mieux, comme la Finlande, dont le gaz ne représente que 6% de son mix énergétique, alors qu'elle importe 75% de son gaz de Russie. La dépendance au pétrole russe des pays de l'Union européenne est également contrastée. Là encore, l'Allemagne se montre très dépendante. Le pétrole représente 33% dans son mix et elle en importe environ 35% de Russie. La Hongrie, la Roumanie, la Pologne et la Lituanie sont également dans une situation délicate. Grâce au nucléaire, la France, elle, s'en sort mieux, 27% seulement de pétrole, avec 15% environ provenant de Russie. On comprend bien, avec toutes ces disparités, que s'accorder sur une politique commune de boycott des hydrocarbures russes soit compliqué. Alors voyons maintenant quelles pistes ont les Européens pour diversifier leurs sources d'approvisionnement, en commençant par le gaz. Une première alternative consisterait à augmenter les livraisons de la Norvège, deuxième fournisseur de l'Union. Mais les gazoducs actuels sont déjà saturés et les champs exploités proches de leur niveau maximal. Un nouveau gazoduc, le Baltic Pipe, reliant la Pologne, sera mis en service le 1er octobre 2022 et sera exploité à son maximum à partir de janvier 2023. L'Algérie, troisième fournisseur actuel de l'Union, pourrait elle aussi augmenter ses livraisons via le gazoduc Transmed vers l'Italie et le Maghreb Europe qui relie l'Espagne à travers le Maroc, le Medgaz étant déjà à saturation. Mais les différends entre l'Algérie et le Maroc bloquent actuellement l'utilisation de Maghreb Europe et le réseau de gazoducs espagnols est peu connecté au reste de l'Europe. Autre source possible, le gaz du gisement de Shah Deniz en Azerbaïdjan via le corridor gazier sud-européen. Actuellement de 10 milliards de mètres cubes par an, sa capacité pourrait être portée à 20 milliards, une quantité qui reste faible comparée aux 155 milliards de mètres cubes russes importés par l'Union européenne en 2021. La seconde alternative est d'importer du gaz par bateau, le fameux GNL qui signifie gaz naturel liquéfié. Une alternative pour laquelle la Lituanie, dépendante à 80% de la Russie à la fin des années 2000, a opté dès 2015 en installant un terminal méthanier dans le port de Klaipėda. Vilnius a ainsi réduit ses importations de gaz russe à 40% dès 2021 grâce à ses importations de GNL norvégiens et américains et a décidé suite à l'invasion de l'Ukraine de suspendre ses importations de gaz russe au 1er avril 2022. Le problème, c'est que les trois premiers exportateurs mondiaux de GNL, l'Australie, le Qatar et les États-Unis, produisent déjà à hauteur de leur capacité.
Pour augmenter les exportations, il faudra donc construire de nouveaux terminaux méthaniers pour liquéfier le gaz et surtout pour le regazéifier quand il arrive en Europe, car l'Union européenne est sous-équipée avec seulement 26 terminaux. Du côté du pétrole, l'Europe envisage de se tourner vers ses autres fournisseurs habituels, notamment les États-Unis et les pays du Moyen-Orient, qui ont la capacité d'augmenter leur production. Le Brésil et le Venezuela pourraient également produire plus. Et si l'embargo contre l'Iran était levé, la République islamique pourrait elle aussi offrir une alternative à l'Europe. Mais tout cela aura bien sûr des répercussions sur les prix et sur le trafic maritime, renforçant encore les risques de congestion du détroit d'Ormuz et la durée d'acheminement du brut vers nos côtes. On l'aura compris, après la guerre en Ukraine, la géopolitique des énergies aura profondément changé et de nouvelles alternatives au gaz et au pétrole russe auront été mises en place, avec plus ou moins de difficultés selon les pays. Il est aussi à souhaiter de nouveaux mix énergétiques qui feraient la part belle aux énergies renouvelables. En attendant, Moscou espère compenser la perte de ses clients européens en se tournant vers l'Est, vers la Chine notamment, dont l'appétit en hydrocarbures ne cesse de grandir. Bref, un grand chamboule-tout à prévoir sur le marché mondial des hydrocarbures. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.